nous allons avoir la chance de pouvoir interviewer Renaud Bouquet qui a écrit un livre qui s'appelle Rien sur Nietzsche. Bonjour Renaud, comment vas-tu? Ça va bien. Et toi, Isabelle? Mais oui, je vais bien, merci. Je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît depuis de nombreuses années. Mais oui. Le temps passe tellement vite, on aurait dit que c'était hier en même temps, puisqu'on a fait nos études au même endroit, c'est-à-dire à l'IEX, mais tu étais 1 an en dessous de moi. Du coup, ça remonte quand même, mine de rien. Mais alors, j'étais super agréablement surprise de voir que tu écrivais. Je n'étais pas du tout au courant. Et donc, tu as eu la gentillesse de m'envoyer ton livre qui s'appelle Rien sur Nietzsche, et tu vas nous expliquer aussi le titre, que j'ai pu lire presque en entier. Il me reste le dernier quart, je dirais. D'accord. Il est assez court. Hein. Oui, il est court et ça se lit super bien. En tout cas, félicitations. J'aime beaucoup. Le ton est très, très agréable. Ça se lit vraiment avec beaucoup de facilité. Et donc, en fait, c'est une succession de petites histoires. Mais petit à petit, on commence à comprendre qu'il y a des liens qui se font entre les uns et les autres. Est-ce que tu as envie de nous expliquer un peu mieux avec tes mots? Parce que, comme tu peux le constater, j'ai quelques difficultés à parler aujourd'hui. Eh ben, avec plaisir. En fait, à l'origine, je suis quelqu'un qui écrit des nouvelles, qui est un genre qui intéresse assez peu les maisons d'édition en francophonie, en tout cas. Ah oui, je ne savais pas, parce que moi, j'aime bien les nouvelles. Ah oui, c'est super, les nouvelles. Et il y a quelques années, j'ai écrit une nouvelle qui est le dernier chapitre du livre. Oui. Et c'est une nouvelle quand même assez volumineuse. Et je l'ai sortie quelques années après, enfin peut-être pas autant que ça, mais je me suis dit, tiens, j'ai envie de donner vie à ce personnage, de voir ce qu'il y a autour de lui, ce qui l'a précédé, ce qu'il a vécu, etc. Et je me suis dit, je vais faire son portrait en creux au travers de personnages qui l'ont côtoyé, qui ont vécu avec lui, qui ont vécu des choses avec lui. Et c'est en fait l'histoire d'un homme qui, à l'origine, n'a pas de nom. Il a son nom de famille, mais on le nomme, on donne son prénom vraiment qu'à la fin. Donc c'est l'histoire d'un homme qui conquiert son identité d'une certaine manière, puisqu'il a été éduqué pour faire certaines choses, pour reprendre un business familial, pour assurer une continuité. Mais ce qui le constitue vraiment, il l'a mis de côté tout au long de sa vie. Et il va reconquérir son identité. D'accord, très bien. Et alors, du coup, quand on lit l'arrière du livre, on voit qu'il y a un parallèle. Donc, il est écrit « Rien sur Nietzsche est une vue de l'esprit qui permet à l'auteur d'interpréter les 3 métamorphoses dans Zarathustra, là où l'homme est successivement chameau et lion, sous le regard inquisiteur du dragon, puis enfant ou surhomme. Que veux-tu dire par là? Alors, d'abord, je ne suis pas philosophe. D'accord. Donc, ce que je vais donner comme interprétation de Nietzsche est très, très personnel. Voilà. Si ça veut te rassurer, je n'ai pas lu Zarathustra. Mais en gros, c'est un texte qui, comme il est dit, l'homme est d'abord chameau, puis lion, oui, et devient enfant ou surhomme. Donc chameau dans le sens où il se charge au maximum, oui, et c'est ce qu'il y a dans le texte de Zarathustra. Réserves, quoi, ouais. Voilà, il se charge, il prend le maximum de responsabilités, oui, et aucune charge n'est assez lourde pour lui, il en veut toujours plus, et il a besoin d'être admiré comme quelqu'un qui prend un maximum sur lui. Et progressivement, mon bonhomme qui s'appelle Bruno, on le suit au début de sa vie, et on le voit endosser des responsabilités professionnelles, familiales. À un moment, ça va un petit peu loin au niveau de ce qu'il est prêt à faire pour assumer ses charges, et il va s'en libérer totalement.
et arrêter de se projeter dans ce qu'on attend de lui et vivre dans l'ici et maintenant. Il devient un enfant qui est totalement présent au jeu auquel il se livre et à ce qui se passe ici et maintenant. D'accord, maintenant c'est très bien. Et comment est-ce que ça t'est venu de... Donc tu expliquais que c'est parti d'abord d'une nouvelle que tu avais écrite. Mais alors, explique-nous un petit peu d'où vient le titre. À l'origine, oui. Le roman devait s'appeler « Le surhomme est un branleur ». C'est pas très vendeur. C'était pas très vendeur, ça marchait pas très très bien. Et en fait, la genèse de ce titre, c'est que j'étais en train de me balader avec mon frère, que j'aime beaucoup, et à qui j'essayais d'expliquer ce texte de Nietzsche, et on était en train de se balader au bord des étangs de Woluwe, et je lui avais expliqué que selon moi, les gens qui étaient capables de vivre vraiment dans l'instant présent et être totalement présent à ce qu'ils font sans se soucier de ce qui... du regard des autres, etc., étaient d'une certaine manière des surhommes, bien entendu, au sens que j'attribue à Nietzsche. Et il m'a demandé si les types qui étaient en train de pêcher à la carpe au lieu d'aller bosser étaient des surhommes. Et j'ai dit oui, bien sûr, ce sont des super surhommes. Et il m'a dit que selon lui, c'était plutôt des branleurs. Et j'aime beaucoup mon frère. Oui, on veut être tout à fait opposés et quand même s'aimer beaucoup, oui. Et je me suis dit, tiens, mais je vais écrire une nouvelle qui va s'appeler « Le surhomme est un branleur ». Et ça m'a permis de continuer cette nouvelle sur Bruno Tserstevens, qui est le héros de notre histoire. Oui. Et voilà, ça c'est la genèse du titre. Et puis je me suis dit que c'était absolument pas vendeur, que personne ne l'achèterait. Et il y avait un incipit que je trouvais très très chouette, qui disait sinon ça parle de masturbation, de meurtre, d'adultère et de promotion immobilière. Il y a aussi des scènes de douche, mais rien sur Nietzsche. Et j'ai trouvé que rien sur Nietzsche était un très bon titre. D'accord. Et mon éditeur aussi. Oui. Et on est parti là-dessus. D'accord, bon bah super, ça me convient comme explication. Et donc effectivement, donc j'ai noté les noms des différents chapitres parce qu'en fait on a plusieurs dates, on a plusieurs années. Et donc au début, on a un peu du mal à constituer. Donc comme je disais au début, on pense que ce sont des histoires très distinctes les unes des autres. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on lit, on commence à reconstituer des choses. Et donc du coup, on retourne en arrière parce qu'on se dit ah ben tiens, c'est qui finalement Isabelle, etc. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, comme je n'ai pas terminé le livre, je ne veux pas encore avoir l'image globale de toute cette histoire. Mais bon, avec ce que tu viens d'expliquer au début, l'histoire, en fait, finalement, d'une résurrection, d'une reprise en main de sa propre vie. On est un peu dans du Eckhart Tolle aussi, le pouvoir du moment présent et comment décider pour soi-même de ce qu'on veut pour son bonheur, finalement, la notion de bonheur et qu'est-ce que la société en pense ou qu'est-ce que la société projette sur nous. Moi, ça me fait en fait penser très fort, parce que j'en parle souvent, parce que j'en suis moi-même une, à la procrastination. Et alors souvent, on a une image des procrastineurs comme étant des branleurs, des glandeurs, des gens paresseux, mais en fait, parfois, ce sont justement des gens qui travaillent, mais dans leur tête. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis assez d'accord avec toi. Oui. J'aurais dû appeler dire... ça. Non, pas spécialement. Mais c'est vrai que, par exemple, dans mon travail d'écriture, il y a... alors, malheureusement ou heureusement, je suis relativement insomniaque, donc je me réveille très très tôt le matin. Et je passe beaucoup de temps à lire des textes qui me plaisent, mais ensuite à organiser dans ma tête ce qui va se passer dans mon texte avant de l'écrire à proprement parler. Oui. Et je pourrais ressembler tout à fait à un procrastinateur de compète, mais donc je peux rester 3 heures le matin à boire du café dans mon lit, à réfléchir à l'histoire et à comment je vais la mettre en forme, etc., sans écrire une ligne. Oui. Et est-ce que tu écris ou est-ce que tu tapes à l'ordinateur ? Alors,
J'écris dans un carnet les idées, etc., des phrases qui me viennent. Ça, c'est la phase que je viens d'expliquer, où je me réveille très tôt le matin et j'assemble un peu des idées comme ça, je note des phrases, etc., dans un joli carnet Clairefontaine. Et après, je les tape à l'ordinateur, mais en fait, je veux pas d'ordinateur dans mon lit. Donc, voilà, c'est au carnet et au bic. À l'ancienne, c'est ton côté... Non, j'allais dire ton côté Bukowski, mais non, Bukowski, t'as fait à la machine, en c'est fait. vrai. Mais oui, parce que je lis justement dans ta biographie, au moment... à l'arrière du livre, encore une fois, on nous parle un peu de toi. Et donc, moi, j'ai appris des choses, malgré tout, parce que tu découvres la lecture avec des histoires de chevalerie, de flibuste, etc. Et alors, tu te laisses inspirer par des écrivains comme Fante Bukowski, Jim Harrison, Bret Easton Ellis. Donc ça, c'est plus sur le côté road movie, j'imagine. Et alors, tu travailles pour le cinéma. Donc, c'est vrai. Peux-tu nous dire un peu quel est le lien que tu fais entre ces deux choses-là ? Alors, j'ai un super métier dans le cinéma qui est repéreur. Donc, je cherche des lieux de tournage. Alors, il y a un côté très méthodique de recherche, etc. Mais il y a aussi un côté où on se laisse un peu aller, on prend sa voiture, on roule, on découvre des endroits, on regarde des cartes. Regarder des cartes, ça fait rêver. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un scout en anglais, non, j'imagine. Peut-être bien, oui. Moi, j'appelle ça un promeneur professionnel. Aussi, oui. Ou un branleur, alors, à ce moment-là. Ah non. Je rigole, évidemment. C'est génial, oui. Mais il est vrai que ce métier laisse... Il y a une petite part d'errance, en fait, et donc du cerveau qui se libère pour inventer des histoires. Et il y a des tas d'histoires qui me sont venues simplement en me promenant, en regardant. C'est un livre qui... Où est-ce qu'il commence ? C'est... Ah oui, il commence au bord de la Semois. Oui, c'est ça. Et puis on se retrouve à Anvers, et puis ça montre assez bien la Belgique, ce bouquin. Oui. Une certaine Belgique, j'avoue. Donc c'est vrai qu'au début, quand on lit, on est quand même dans un univers assez bourgeois, il y a quand même du name dropping, etc. Et puis petit à petit, heureusement, on sent que ça nous emmène ailleurs, et c'est là que je trouve que c'est vraiment intelligent, parce qu'au début, on se dit, oh là là, c'est quoi tous ces gens friqués, etc. Mais, c'est l'influence de Bret Easton Ellis. Ah, d'accord, ok. Et puis alors, hop, on bascule vers autre chose, quoi. Donc, à ce niveau-là, on va pas trop dire, il faut quand même donner aux gens l'envie de le lire. Je vais quand même déjà préciser que c'est aux éditions Samsa, que je ne connais pas. Alors, les éditions Samsa, comment est-ce que tu les as... Est-ce que ce sont eux qui t'ont approché ? C'est toi qui les as approchés ? Non, alors je les ai approchés par... j'ai cherché un éditeur assez longtemps. C'est assez ardu comme démarche. Alors par malheur, j'ai terminé ce livre un peu avant l'épidémie de Covid. Donc en fait, il n'y avait personne dans les maisons d'édition. Et j'étais assez... je ne vais pas dire désespéré, mais quand même, je m'interrogeais sur la possibilité de me faire éditer. Comme le sujet est assez belge, je n'ai pas cherché à me faire éditer en France. Et tout d'un coup, en cherchant, en faisant des recherches, etc., j'ai vu quelqu'un que je connais et estime qui est édité chez lui. Et je lui ai envoyé mon roman. Et il en a dit le plus grand bien à Christian Lutz, donc, qui est l'éditeur chez Samsa. Alors ça ne s'est pas fait tout de suite, pour cause d'épidémies et de difficultés dans le monde éditorial. Et quand c'est passé, on a repris contact et il m'a dit allons-y. Oui. Et on y est allé. Ah, trop bien. C'est chouette. Et donc en tout, combien de temps est-ce que ça a mis je dirais pas entre le moment où tu as commencé à écrire et le moment où le livre est sorti, mais plus ou moins les premiers contacts avec l'éditeur et puis vraiment la sortie du livre. Les premiers contacts ont été pendant le Covid et j'ai déjà oublié quand c'était.
C'était mars 2020, première épidémie, novembre 2020. Et elle était entre deux Covid, quoi. Entre deux Covid, le premier contact, et en août 2022 ou septembre 2022, un contact vraiment décisif. Oui, donc ça a été vite. Septembre 2022, c'était il n'y a pas si longtemps. Oui, c'est vrai, c'est il y a 10 mois. Bah oui, donc ça va vite, finalement. C'est vrai. Donc ça a été édité en combien de copies ? 500. Ouais, c'est bien pour commencer. Oui, j'espère qu'on va faire un autre tirage. Ta famille en a acheté déjà 150. J'imagine. J'espère. Bah oui, j'espère aussi. C'est sorti il y a une semaine. Ah, donc, d'accord. Attendons de voir. Mais en tout cas, moi, je le recommande vivement parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment un livre qu'il faut lire. Et jusqu'à présent, ceux qui ont pu le lire en une semaine, as-tu déjà eu des retours ? Non. 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 Je suis le premier retour. Oui. Ah, trop bien. Je suis fière. Merci. Mais oui. Alors, j'avais plein de questions, mais c'est pas évident de poser des questions sans spoiler. Donc, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais envie de dire comme ça ? Je suis sûre de ne pas mettre les pieds dans le... Mais alors, d'abord, tu ne dois pas avoir peur de spoiler. Okay. Parce que je m'étais donné comme contrainte en l'écrivant qu'on puisse lire les chapitres dans le sens qu'on veut. Ah, waouh. Donc, il y a quand même quelques redites dans les chapitres pour qu'on puisse faire l'exercice. Donc, il faut pas craindre de le spoiler. D'accord. Mais c'est vrai que ça, c'est il y a quelques exercices de style auxquels je me suis livré, notamment la nouvelle. Kimiko, je trouve que c'est un exercice de style quand même. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Merci. Oui, parce que c'est très haché comme ça. C'est aéroport, nanana, et alors elle fait le lien entre la maison, enfin, je veux dire, l'odeur du bois, et puis elle repasse à, chaussures à talons, nanana, aéroport. Enfin, je trouve qu'il y a un ton comme ça qui est très... pour commencer, en tout cas, c'est... C'est vrai qu'elle est encore dans sa rêverie du temps qu'elle a passé dans la cabane au fond des bois avec Bruno. Pour la petite histoire... Pour la situer avec le... Oui, parce que jusqu'à présent, je ne savais pas, jusqu'à ce que tu me dises que c'était Bruno, je ne savais pas qu'est-ce qu'elle venait faire dans l'histoire. Donc, Kimiko organise des voyages pour des Japonais aisés d'un certain âge qui essayent de booster leur libido, et ils partent en Ardennes, et ceux qui... ils font un grand repas de chasse, etc. Et ils ont absolument besoin d'entendre le brame du cerf pour réactiver leur pulsion libidineuse. Et Kimiko tombe progressivement amoureuse de Bruno qui vit dans les bois. D'accord. Voilà. Okay, et puis de là, on commence son récit. Oui. 40 ans avant, 30 ans avant, où c'était... Alors, donc on était en 2016 et puis tout à coup, on est en 1982. Voilà. Ouais. Et là, on commence à connaître l'histoire de Bruno. Qui est intéressante. Et puis, il y a tout ce rapport familial, père-fils, la transmission, encore une fois, les histoires de devoirs, les passions. Est-ce qu'on peut vivre de sa passion même si on n'est pas doué dans ce qu'on fait ? Enfin, toutes les questions qu'on peut se poser quand on est jeune et qu'on se dit, bon, je dois reprendre l'affaire familiale, mais en fait, je n'ai pas vraiment envie. Alors que Bruno aurait voulu être accordéoniste de bal musette. Mais il n'était pas... Il n'était pas doué, il n'était vraiment pas doué. Non. Donc c'est toujours un peu stressant aussi, ça. Hein, même si on voulait, si on se dit qu'on n'est pas super bon, c'est quand même un gros risque à prendre, quoi. Mais bon, ça c'est encore une fois une question de choix. Pour revenir à ton parcours, donc tu disais que tu es repéreur dans le cinéma et donc ça t'a permis d'observer beaucoup les paysages belges. Et donc c'est vrai, comme tu dis, ce livre permet quand même d'avoir une vision un peu de la Belgique, aussi bien la Flandre que la Wallonie, la mer du Nord. On parle beaucoup donc d'Anvers et puis des sites aussi industriels qui deviennent des lieux, comment est-ce qu'on appelle ça, la gentrification. Et puis viennent se mêler évidemment les écologistes, etc. Donc tout ça est très intéressant parce
parce que c'est vraiment un savant mélange de cette société qu'on ne côtoie pas forcément, mais qui est là, qui est quand même bien là, cette bourgeoisie belge qui est fortunée. Mais on prévient quand même à un moment donné, ne t'appuie pas trop sur tes acquis, parce que ça peut s'écrouler du jour au lendemain. Donc c'est ça qui est chouette. C'est-à-dire qu'effectivement, Bruno tombe, et il est vraiment amoureux d'elle, va épouser une jeune femme qui vient du même genre de milieu et qui ont une activité similaire. Qu'on même plus d'argent. Ouais. Mais qui est beaucoup plus ancienne et beaucoup plus prospère. Oui. Eux sont encore au début de la construction de leur société. Et son père le met effectivement en garde de faire attention à ce qui brille trop et ce qui fait trop envie. Ça a l'air hyper moralisateur, ce que je raconte. Non, il faut lire le livre, tout simplement. Parce qu'évidemment, c'est dit d'une autre façon, mais oui. Et effectivement, Bruno va vouloir être plus gros que ce qu'il est vraiment. Et il va y parvenir, mais au prix de quelques arrangements avec... quelques arrangements légaux. Oui. Le 4e de couverture, ils disent que tu as collaboré avec Spielberg et Carax. Et donc ça m'intéresse évidemment de savoir un peu ce que tu peux nous raconter. Alors Spielberg, ça remonte à il y a longtemps. Et comme je te dis, c'était Spielberg producteur. Donc j'ai évidemment jamais vu Steven Spielberg. Mais tu l'as eu au téléphone ou pas? Jamais. Ah Jamais. Mais c'était dans le cadre de quel projet? C'était un projet qui s'appelait The Fifth Estate. Ah, j'adore, oui. Et voilà. Ils ont tourné une scène au Guillemin. Oui. Et d'ailleurs, je trouvais que c'était donc, pour situer le film, c'est sur l'histoire de Julian Assange, même s'il n'a pas vraiment donné son aval avec Benedict Cumberbatch. Mais il y a une scène que je trouve géniale à la gare des Guillemins où vous avez reconstitué un café en hauteur. Et je me suis dit, je ne comprends pas que les Guillemins n'aient toujours pas eu l'idée de faire un café à cet endroit-là. Ah. Parce que je trouve ça génial comme endroit. Parce que c'est là qu'en général, on vient me chercher en voiture. Et je me dis, comment ils n'ont toujours pas pensé à mettre un café là? Tu ne trouves pas que ce serait une bonne idée? C'est une excellente idée. Ben oui. Enfin, c'est toi qui as eu l'idée ou pas? Pas du tout. Ah, non. Et donc, je ne savais même pas que c'était Spielberg qui produisait ce film. D'accord, c'est un bon film. Hein. Oui, effectivement. Merci. Avec plaisir. Et l'autre, donc Carax? Eh bien, pour le film de Carax, c'est son dernier film, c'est Annette. Et c'est une petite collaboration, mais que j'ai beaucoup appréciée. J'ai bien aimé travailler avec Carax. C'est dans son dernier film où il y a une très très belle villa en Californie où ils vivent. Et cette villa, figure-toi, se trouve dans mon livre. Bref, c'est une villa son propriétaire a construite dans une forêt dans la bruyère et qui est assez magnifique et qui ressemble à... C'est l'Ardennais. Non, c'est un autre. Il y a beaucoup de villas dans cette histoire, il y a beaucoup de maisons. Oui. Et qui était une réplique de Falling Water de Frank Lloyd Wright, Okay. Qui est construite au milieu des bois en région anversoise. Et on a tourné des scènes de ce film qui est supposé se passer en Californie, autour d'Anvers. D'accord. Et c'est une de nos grandes spécialités, c'est tourner en Belgique des choses qui se passent partout ailleurs dans le monde. Ben oui, c'est génial, bravo. Et donc, comment es-tu arrivé de l'IEX à repéreur et puis de repéreur à écrivain? J'écrivais avant l'IEX, donc ça ne m'a jamais vraiment quitté. Mais ce texte-ci, c'est la première fois que d'abord, c'est mon premier texte qui est plus long qu'une nouvelle. C'est mon premier roman, en fait. Mais en fait, je crois assez simplement qu'il faut beaucoup lire pour écrire, etc. Et à force d'avoir lu, je suis... C'est très, très, très agréable d'apprendre son métier en lisant, en fait. À fond. Et quand est-ce que tu sais que ton livre est terminé? Quand mon éditeur me dit « Arrête de faire des corrections, s'il te plaît ».
C'est comme le mémoire, quoi. C'est jamais fini. Il y a toujours un truc à corriger. Donc j'ai déjà dit c'était chez Samsa Édition. On le trouve dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Pour l'instant, non, il sera en librairie à partir du mois d'octobre. Ah, d'accord. Voilà, et pour l'instant, on peut le commander sur le site internet de Samsa Édition. J'ai un projet qui arrive au mois de novembre de roman graphique, comme on dit. Tu vois, tu nous avais pas tout dit. Non, j'avais pas tout dit. Mais à propos de roman graphique, la couverture, on n'a pas parlé de la couverture. On n'a pas parlé de la couverture. Oui. C'est vrai. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Oui. Alors, c'est un nouveau projet qu'il a et il se fait appeler Bustomasi. Sinon, il faudra revenir. Sinon, tu diras tout ça chez Jérôme Collin. Non, je vais le dire chez toi, j'aime bien. Ok, je reviens. Tu reviendras en novembre avec grand plaisir. Encore merci Renaud. Merci à toi.